Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Alicia, une amie que j'ai rencontrée lors d'une soirée arrosée en 2018. Nos chemins se sont un peu croisés par hasard, mais on a tout de suite accroché. On s'est très vite raconté nos vies, nos peines, nos espoirs, et quelques mois plus tard, je la retrouvais à Berlin où elle avait décidé de poser ses valises pour quelques temps. Bien que je sois de 10 ans son aînée, Alicia et moi sommes en de nombreux points similaires, mais s'il y a bien un point essentiel sur lequel nous sommes diamétralement opposés, c'est la maladresse. Alicia va aujourd'hui nous expliquer comment elle est parvenue à traverser les 26 années de son existence, malgré cette maladresse qui, il faut le dire, peut parfois lui pourrir la vie. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie parfumée. Bon épisode! Salut Alicia, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Alicia, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui avec toi pour parler de ma maladresse qui a, à certains moments de ma vie, été assez marrant. Euh, voilà, n'hésite pas à me poser des questions sur le sujet. Écoute, merci. Alors pour commencer, comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons évidemment parler de toi, mais plus particulièrement à travers le prisme de ton côté un peu gauche. Effectivement. Alors dis-moi, est-ce que tu sais comment ça a commencé, ou plutôt si tu as toujours été un peu maladroite, et surtout si tu t'en rendais compte en étant plus jeune? Non, je pense qu'en étant plus jeune, je m'en suis jamais rendu compte, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu maladroite et un peu gauche, dans le sens où je suis beaucoup tombée dans ma jeunesse et jusqu'à ma vie d'adulte aujourd'hui, à me faire soit des genres de croche-pied toute seule ou à me prendre des poteaux dans la rue ou tomber surtout dans les escalators des métros. Ouais, ça Ah, m'est arrivé putain. souvent. Du coup, mon corps commence à subir un petit peu toutes ces chutes. Mais aussi, par exemple, ouais, beaucoup à la maison, niveau domestique, c'est me prendre des objets ou casser à la vaisselle. J'en casse beaucoup, ouais, ouais. Ouais. Surtout quand tu fais la vaisselle, tu vois, je prends et des fois je casse. Donc, par chance, je me suis jamais coupé les mains, mais Ouais. voilà. Ça, et puis j'ai remarqué que ma mère était pareille, donc je pense que... Je sais pas si c'est génétique, mais il y a un petit trait de famille. Ouais, Mon il y grand a quelque chose frère... qui se reproduit dans tous les cas, quoi. Ouais, c'est ça. Mon grand frère aussi n'est pas très adroit. Ouais, Donc je pense que c'est de famille ou c'est de l'éducation, je sais pas. ça c'est ouf. Mais bon, récemment, j'ai appris que j'avais un décalage de la hanche Ouais. assez important. Ouais. Et il s'est avéré que depuis que j'ai des semelles orthopédiques, je perds moins l'équilibre. Bon, déjà c'est bien. Voilà, c'est déjà un point positif. Et puis j'ai commencé un petit peu le yoga qui m'a permis de rééquilibrer un petit peu ma stabilité. Ouais. Ce qui améliore beaucoup mon positionnement dans la vie de tous les jours et qui réduit beaucoup les chutes. Mais voilà, pour la maladresse personnelle, on va dire. Et puis après, maladresse avec les personnes aussi, je pense. Justement, j'allais te poser la question de est-ce que ta maladresse n'est que physique, ou est-ce que, à savoir à travers les mouvements dans l'espace, etc., ou bien est-ce que tu fais des bourdes aussi, du genre à révéler des choses que t'es pas censé révéler, ou des choses comme ça, quoi. Ah oui, de toute manière, moi, je suis quelqu'un qui a toujours parlé directement, sans vraiment réfléchir. Enfin, Sans filtre. sans filtre, et puis en même temps, sans vraiment d'intention derrière, sans calculer, et puis peut-être par manque d'empathie, je sais pas. Et Non, je pense pas que tu manques d'empathie, en vrai. Ouais, Non. je sais pas, parce que c'est sans me poser la question si la personne va recevoir la question ou ce que je dis du bon sens ou pas. Et en fait, même ma façon de parler, des fois, peut perturber certaines personnes. J'ai des amis du lycée une amie en particulier, qui m'avait déjà pris à part en me disant, tu sais, Alicia, on t'apprécie beaucoup, mais
mais des fois, tu nous dis des choses très directes et tu te rends pas compte, mais tu blesses les gens, en fait, hein. Et je suis là: «Ah bon, c'est vrai?» Enfin, je sais pas, je m'en rends pas compte. Donc Ouais, oui, je pense que la maladresse, elle est aussi, dans le physique, par les mouvements et puis dans dans la la parole, parole. dans la façon d'agir Ouais. avec les gens. Mais Après, je pense que c'est... Bon, au lycée aussi, on est un peu... on a une susceptibilité exacerbée, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ce trait de caractère, ça dépend des personnes. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie, pardon, chez toi. Parce que bah, tu sais à quoi t'en tenir, en fait. mmh. Tu te dis pas, ouais, elle est en train de rouler des mécaniques, faire genre, etc. Non, bah, t'es vrai, quoi, en fait. Ah bah oui. Donc voilà, ça, on aime ou on n'aime pas. Mais en tant qu'ami, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Mmh. Bah oui, je pense aussi être une personne directe et vraie et puis de toute manière, j'arrive pas à garder les choses pour moi. Donc Ouais, j'aime bien, dire les choses, tu sais, je suis ascendant Taureau, donc je pense que les cornes, elles foncent, direct, et voilà. Mais après, c'est une maladresse, oui, effectivement, que j'ai eue depuis tout petite. Après, est-ce qu'elle est due, à mon parcours de vie? Tu vois, moi, j'ai grandi avec une, mère monoparentale, avec mm, mon grand frère. Donc mm. ce qui fait que j'ai pas eu de cadre, classique, maman-papa. Ouais. Tout Est-ce que ce tu penses que que du coup, tu t'es créé un peu ton univers à toi oui. ou que t'es un peu dans ta bulle, enfin, que tu étais ou que tu es toujours Oui, bien sûr, Ouais, c'est sûr, parce que dès l'âge de mes 6 ans, en fait, j'étais, autonome, ouais, toute seule, pas, par volonté de ma mère, mais gérer 2 enfants, bas âge, il faut travailler et puis mon grand frère était pas forcément, très comment dire? N'était très pas investi. très investi, Ouais, voilà. Il faisait sa jeunesse aussi et ne voulait pas forcément s'occuper de sa petite sœur, donc ouais, c'était un peu un boulet pour lui, je pense. Et donc effectivement, je suis, depuis même l'âge de mes 6 ans, autonome et bah, je me suis créé ma propre bulle et puis mes propres règles, on va dire. ouais, Ce qui fait aujourd'hui de moi, une fille avec un caractère assez difficile ouais, et puis une compréhension, je pense, avec beaucoup de personnes. Je sais pas comment dire, mais peut-être qu'il y a plein de gens ou de façons de faire que je ne comprends pas. ouais, Ouais, peut-être. ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que t'es aussi comme ça avec les gens dans la rue que tu connais pas? Est-ce que t'es direct, par exemple, s'il y a une altercation ou peu importe d'ailleurs, hein, même si c'est quelque chose de positif, est-ce que tu vas spontanément vers les gens ou est-ce que tu t'affirmes spontanément et du coup, est-ce que ça peut être pris comme quelque chose de bizarre ou pas? Enfin, tu vois? Ah, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça dépend vraiment de mon état émotionnel. Puisque Ouais, je suis quelqu'un en général, bah, quand je suis bien, on va dire, je suis très sociable, très directe, je vais parler avec plein de monde, même des gens que je connais pas. ouais, je t'ai vu à l'œuvre. Ça, voilà, ça me perturbe pas, au contraire, ça me fait plaisir. J'adore découvrir les personnes. Mm. C'est quelque chose qui me fascine. En fait, c'est ça, en fait, ce cadre que peut-être que je n'ai pas eu, ça me fascine d'aller voir chez les autres comment ils vivent, comment ils ont vécu, Ouais, enfin, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Voilà, je suis très curieuse de tout ça. Et puis, il y a des périodes où je suis un peu plus renfermée sur moi et après, bon, je pense que c'est peut-être une tendance dépressive, je sais pas, mais il y a ces périodes, je suis renfermée et puis j'ai des petites crises de paranoïa. ouais, Donc j'ai l'impression que personne ne me considère, personne m'aime, que je suis incomprise. Voilà, c'est des états émotionnels et qui aujourd'hui, à 26 ans, je pense que j'ai compris que j'étais une personne hypersensible ouais. et qui était cachée auparavant parce que Mm. j'avais une carapace qui s'est construite au fur et à mesure. Mais du coup, une carapace un peu maladroite, quoi. Bah oui, Enfin, bien sûr, bah ouais, c'est ça, ouais. c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que cette carapace était très dure dans ma bulle et en fait, ça a créé un phénomène de maladresse Ouais, dans ma vie de tous les jours, de toujours. En fait, il y a cette contradiction entre le côté où je peux être stable, avoir de l'équilibre et pas être maladroite, et en fait, l'autre côté qui vient naturellement et que je suis maladroite et ouais. voilà. Est-ce que tu penses que c'est exacerbé dans des situations de stress, par exemple, le fait d'être maladroite, Ah etc. oui, oui, Ouais, oui. Ah si, si, quand je suis stressée, je suis hyper maladroite.
c'est un facteur de stress. Hein. Je pense, après, oui, effectivement, comme moi, on peut être né maladroit. Ouais. Je pense que c'est, comme je dis, ma mère, mon frère, donc c'est quelque chose qui se partage dans notre famille, je pense. C'est assez rigolo. Mais oui, effectivement, j'ai remarqué quand je suis stressée, là, par contre, je fais des c'est gaffes. Bourde sur bourde. Ouais, c'est facteur de stress. Hein, ça déclenche des événements chez des gens différemment. Enfin, il y a des personnes qui vont avoir des plaques, il y a des personnes qui vont pleurer. Voilà, moi, je suis maladroite. Mais ça va, j'ai le corps solide. Je me suis jamais rien cassé, malgré mes nombreuses chutes ou mes coups. Enfin, Des fois, je me prends le côté de la porte. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre que la porte a un trou. Et je me prends le côté de la porte, tu vois. Ouais. Ça, c'est après... si on veut l'associer au phénomène médical, peut-être que le fait que j'ai le bassin basculé, tu vois, il y a peut-être ça, ou peut-être aussi j'ai des problèmes de vue. Ouais. Donc, tu vois, ça peut être une multitude de facteurs qui font que... Oui, aussi. Ouais. Oui, parce que moi, ça m'arrive de me cogner, par exemple, mais c'est épisodique, quoi. Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intéresse, ce sujet, parce que moi, je suis tout l'opposé à ce niveau-là. Comme tu le sais, je suis vachement dans le contrôle, je laisse jamais rien au hasard. Et c'est vrai que me cogner ou trébucher, etc., ça m'arrive que très rarement, pour pas dire jamais. Bon, un peu plus maintenant que je prends de l'âge, que mes neurones meurent peu à peu. Mais bon, je trouve ça assez fascinant, les personnes qui sont un peu à côté de leur pompe. Et j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe dans ta tête, dans celle des personnes... Enfin, potentiellement dans celle de tes semblables, parce que je me dis, est-ce que vraiment t'es hyper déconnecté, ou est-ce que c'est juste une façon d'être? Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui me... Enfin, je m'interroge là-dessus. Questionne, quoi. Ouais, voilà. Non, mais t'as dit un mot qui est intéressant, c'est déconnecter. En fait, à ces moments-là où j'ai une phase de maladresse, je suis pas connectée avec mon cerveau. Ok. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ton corps qui est en pilote automatique. Ouais, même pas. Je pense que le cerveau n'est même pas associé au corps. C'est ça qui fait la dissociation. Tu sais, moi, je suis assez... j'ai un esprit assez... on a parlé avant-hier avec la marraine de mon frère, d'ailleurs, qui me disait que moi, j'étais une personne qui écoutait ce que je voulais entendre. Et en fait, c'est un peu ça aussi avec la maladresse, c'est qu'en fait, je fais pas attention à tout. Okay. Donc, du coup, en fait, il y a des moments où je suis peut-être la tête un peu dans les rêves et je fais pas attention à ce que je fais. Okay. Donc, je suis un peu dissociée. Tu vois, je suis dissociée. Là, je peux faire quelque chose, mais en fait, mon cerveau, il est pas du tout aligné avec ce que je fais. D'accord. Donc, comme je suis quelqu'un qui pense beaucoup, du coup, je pense à autre chose. Et puis, en fait, ce que je fais, je suis pas là. Donc t'es pas forcément ancré dans le présent, comme on dit, quoi. Oui, clairement. Je pense que même ma situation professionnelle aujourd'hui... dans deux présents différents, genre dans deux univers complètement parallèles au même moment, quoi. Ouais, ma situation professionnelle aujourd'hui en est l'exemple. Hein. Tu vois, j'arrive pas à trouver une activité professionnelle par peut-être ce biais de maladresse, hein, parce que ça m'est arrivé dans des emplois... où je m'entends très bien avec mes collègues, mais c'est vrai qu'il y a ces genres de comportements qui ressortent près de mes collègues et qui ont peur que je prenne quelque chose, ou tu vois, et qui disent attention Alicia, voilà, donc c'est vrai. Et puis c'est facteur de stress. Quand on te dit ça, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas peut-être faire des maladresses ou des bourbes. Donc du coup, ça demande encore plus de concentration. Ouais. Après, tu disais que tu étais une personne qui était vachement sur le contrôle. Moi, en règle générale, je suis aussi quand même comme ça, tu vois. Mais j'ai ce souci de maladresse. Mais je pense que c'est pas du tout lié avec le contrôle, au contraire. C'est pour ça qu'en ce moment, j'apprends à lâcher prise. Tu vois. Peut-être que je suis trop nerveuse, pas assez détendue. Peut-être aussi, j'avoue. C'est intéressant, Et c'est marrant que tu parles de tes collègues, parce que moi, je me souviens qu'il y a une période où il y avait carrément un peu de friction entre nous, parce qu'à chaque fois que tu venais à la maison, tu renversais un truc ou tu cassais un verre, etc. Et moi, en mode psychorigide, je te mettais la pression. Et j'imagine que par rapport à ça, ça n'aidait pas non plus. Et donc, du coup, comment toi, tu le vivais, le fait que moi, je puisse te dire « fais attention à ci », enfin, voilà. Et comment tu vis justement le fait que les gens te renvoient toujours, ou plus ou moins, à cette maladresse, quoi?
Ah bah c'est sûr que tu m'as mis beaucoup la pression. C'est vrai que... La preuve, on fait un épisode autour de ça voilà, aujourd'hui. c'est ça. Et puis surtout, bah, c'est pour ça que pendant un moment, je suis pas venue. Parce que des fois, ça me stressait. Parce que du coup, tu vois, la dernière fois que je suis venue, bah, tu me l'as dit, et bah, bam, j'ai fait tomber quelque chose après. Ah ouais. Tu vois, donc, c'est marrant parce que... Alors que ça faisait un moment, je t'avais dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait tomber quelque chose, que je me suis pas pris quelque chose. Mais après, c'est vrai que moi aussi, je sais que de mon côté, je me suis dit, bon... faut aussi que je me détende, quoi. La pauvre, je lui mets la pression et tout. Et je sais que j'ai vraiment consciemment moins mis de pression. Et effectivement, il s'est passé des mois sans qu'il se passe, enfin, sans qu'il y ait d'incident quand on se voyait, quoi, entre guillemets. Donc, bon, je sais que ça, de toute façon, c'est une énergie qui circule, hein. Si moi, je te mets la pression, de base, t'es maladroite, forcément, la cata va arriver, quoi. Mais ouais, comment toi, tu le vivais intérieurement? Est-ce que t'avais l'impression que... Enfin, je sais pas comment tu vivais. Est-ce que tu le vivais comme une agression, le fait que je te dise ça, ou est-ce que tu te disais, bah c'est elle, enfin c'est sa personnalité à elle, ou enfin voilà, qu'est-ce que ça te renvoyait à toi, quoi? Bah, en fait, ce que ça me renvoyait, c'est que du coup, ça me renvoyait de la peur. parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai pas envie de décevoir. Et donc, du coup, moi, ça m'oppressait parce que du coup, ça me donnait de la peur. Ouais. Et puis finalement, il s'est avéré que du coup, j'avais des phénomènes de maladresse souvent chez toi. C'est vrai. À cause de ça. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que comme tu dis, l'énergie ne passait pas sur ce sujet-là. Et bon, j'ai fait abstraction d'essayer de faire attention, mais c'est vrai que c'est si on fait la réflexion à quelqu'un de fais pas ci, fais pas ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle va faire la bêtise. Ouais, mais complètement. Hein. c'est un rapport grande sœur, petite sœur qui te met la pression. Après, je sais quand même que ta maladresse, c'est quelque chose avec... Enfin, c'est une chose avec laquelle t'as aucun mal à plaisanter. Mais est-ce que tu penses que ça cache quelque chose de plus profond? Genre, je me moque de moi-même avant que les autres ne le fassent, ou tu vois, quelque chose comme ça? Ça, c'est une très bonne question, parce que si je remonte un peu plus loin dans mon enfance, quand j'étais en primaire, j'ai toujours aimé me mettre en avant par ce biais de maladresse. C'est-à-dire que je faisais un peu le clown. Ouais, voilà. Je faisais un peu rigoler tout le monde. J'aimais me mettre en scène, en fait, pour sortir un peu d'un mal-être à côté. Comme je te disais, cette petite bulle que je me suis renfermée, que j'étais indépendante très tôt. Bah, en fait, à l'école ou près de mes amis à cette époque-là, j'aimais bien faire le clown et de faire des bêtises et tout ça. Mais en fait, il y avait toujours ce trait de maladresse qui ressortait. Tu vois, je tombais ou je faisais des... Enfin, voilà. En fait, tu t'étais approprié cette maladresse malgré toi. Et tu l'as cultivée, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là de notre vie, quand on est enfant, où on est le plus innocent. Et en soi, je pense que c'était une bonne façon d'agir. Et même cette personne de moi, à l'époque, me manque. C'est ce que j'essaye de retrouver au fur et à mesure avec cette histoire de lâcher prise, de retrouver un peu un équilibre de vie. Ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais... Enfin, moi, je sais que, par exemple, sans être maladroite, c'est aussi quelque chose que je faisais beaucoup, étant très timide enfant. Du coup, je faisais beaucoup rire les autres. C'était ma manière à moi d'exister, entre guillemets, parce que sinon, je m'effaçais à fond ou des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu donc, ça. Ouais, bah, y a ça que tu disais, de se mettre en avant. Et je sais pas... Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur quelque chose par rapport à ce que tu as dit. C'est pas grave. Tu vois, là, c'est la maladresse encore parce que j'oublie. T'es partie ailleurs. En fait, ça m'arrive souvent. C'est insupportable parce qu'en fait, j'ai envie de dire quelque chose. Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça, des fois aussi, je suis un peu directe. En fait, je fonce dire les choses aux gens parce qu'après, je vais oublier. Oui, ok. Ouais, ça a du sens. Ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est très perturbant. Après, je pense que, de manière générale, de nos jours, on est tellement aussi sollicité entre les réseaux, les infos, les machins, que du coup, on a plus de mal à se concentrer. Enfin, c'est prouvé même que les enfants, avec les écrans et tout, c'est une cata. Donc, déjà, si t'as ce problème à la base, forcément, ça. Mais ouais, du coup, ça a du sens que tu ailles droit au but pour pas oublier ta pensée, quoi. Bon, après, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des troubles un peu... genre TDAH et tout ça.
TDAH. Et moi, je me suis posé la question si j'avais pas ce trouble-là, parce que il y a beaucoup de symptômes de ce trouble qui coexistent avec cette question de maladresse, de manque de concentration, de ces phénomènes où tu as un gain d'énergie et que tu as une crise de maniaque chez toi, et puis un autre jour où tu es complètement à l'ouest, c'est le bordel, c'est Hiroshima chez toi. Ouais, mais justement, c'était ma question juste après. J'avais demandé si tu as fait des tests pour savoir d'où te venaient tes chutes incessantes, etc. Justement, est-ce que tu as fait des tests psychologiques pour savoir si tu es, j'en sais rien, hypersensible, TDAH, HPI ou quoi? Non, sincèrement, j'en ai jamais fait. Ouais. Mais après, je pense que ça m'intéresserait d'en faire. Ouais, ça peut être intéressant de... Après, bon, si tu arrives à vivre avec et que tout va bien, parfois, c'est bien aussi de pas savoir, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être... Parfois, ça peut aider. Je pense que ça peut aider certaines personnes de faire des tests. Après, le problème, c'est que c'est quand même super cher. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Je m'étais un peu renseignée moi-même parce qu'on me dit oui, tu dois être hypersensible, HPI, HPE, etc. Donc à un moment je me dis j'irai peut-être me faire tester un jour, mais je l'ai toujours pas fait, quoi. Et juste un test, je crois que c'est minimum 300 €, tu vois. Donc si certaines personnes n'ont pas les moyens, faut avoir des potes psy, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je pense que si tu suis un psychiatre, en fait, il peut te prescrire peut-être un test sans... Ah ouais, peut-être, ouais, effectivement. Je pense que ça doit exister, parce qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui peuvent pas se le payer. Même moi, je pense que je me le payerais pas. Du coup, je continuerai à vivre avec ces incertitudes. Mais effectivement, c'est un sujet intéressant, parce que tu vois, là, j'ai une amie qui m'a envoyé un message ce matin, et qui a fait le master textile avec moi, en fait. Et on se ressemble beaucoup sur le niveau du caractère et tout ça, sur ces problèmes de maladresse, voilà. Et m'a appris ce matin qu'elle avait eu un diagnostic sur sa pathologie, parce que ça fait un moment qu'elle est en recherche. On lui a dit hypersensible, Asperger, peut-être autiste. Enfin, il ne savait pas. Et donc, apparemment, ça serait avéré que c'est un trouble de bipolarité. Ok. Qui s'est déclenché chez elle, ou qu'elle a depuis toujours, et qu'en fait, c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans les études de création, et qui a pu favoriser tous ces phénomènes, tu vois, émotionnels, on va dire. Ah oui, ok. Et ce qui fait un peu peur, parce que quand elle me parle de plein de choses, moi, je suis là, mais je te comprends, ça m'arrive aussi. Tu te retrouves à fond. Ouais, il y a beaucoup de choses, donc je me dis, peut-être mieux vaut ne pas savoir finalement et pas faire de tests. Après, si tu as un trouble de la bipolarité, c'est peut-être intéressant justement de le savoir, parce que y a des traitements pour ça et tout ça, quoi. Ouais. Bon, après, comme on dit aujourd'hui, on se pose plein de questions sur plein de troubles différents. C'est des problèmes de riches. Les problèmes de riches. Ouais, c'est notre société aujourd'hui qui cherche à toujours mettre un nom ou une étiquette sur quelque chose, en fait. Ouais. Donc, après, pendant des années, nos aïeuls ont vécu sans problème, sans diagnostic. Tu vois, je pense que tu peux remarquer, comme moi, des phénomènes de maladresse et qui sont tout à fait vivables au quotidien. Il y en a qui en ont fait carrière. Oui, voilà. Pierre Richard, n'est-ce pas? Oui, c'est peut-être un personnage, mais bon. Aka Pierre Riri. Ok, cool. Est-ce que t'es chaude d'aller sur le terrain de la maladie et des traumas? Ouais, si tu veux. Ok, bon, cool. Si je peux te raconter mon burn-out. Ouais, alors pour rentrer dans le dur, je sais que tu as perdu ton papa à l'âge de 3 ans, c'est ça? Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Est-ce que tu penses que par exemple un trauma... Enfin déjà, pour rappeler les conditions dans lesquelles ton papa est décédé... rapidement, il me semble que c'est une crise cardiaque, c'est ça? C'est ça. En fait, je pourrais pas te citer le nom de la maladie, mais mon père était menuisier. Donc il travaillait dans le bois. Et à l'époque, il se protégeait pas forcément comme aujourd'hui. Et donc, la sueur de bois est rentrée dans son système immunitaire et dans les poumons. Ce qui a créé une genre d'infection et donc a causé une crise cardiaque. D'accord. Mais sur 1 ou 2 semaines, en fait, l'infection était déjà là. Ouais. Et ça a créé une crise cardiaque. Ok. Et du coup, au moment de son décès, tu étais présente, il me semble, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, 3 ans, c'est un âge jeune, donc c'est pas sûr que tu t'en souviennes, même si clairement ton subconscient s'en rappelle, je pense. Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, qui a été l'élément
traumatique de ma vie, et Ouais. qui est donc mon premier traumatisme, et qui a engendré beaucoup de choses par la suite, et qui aujourd'hui m'a permis d'être peut-être à 26 ans une femme plus mature, Ouais. je pense, sur certains points. Mm. Mais oui, effectivement, je me souviens de tout. Voilà, ça a été. Ah ouais, tu t'en rappelles vraiment consciemment. Enfin, Ouais, ah c'est ouais. ça en fait. C'est ça qui est problématique un peu dans ma vie et que j'essaye de travailler petit à petit, parce qu'en fait, on pense qu'un traumatisme est traité, et puis bah ça y est, on tourne la page, mais en fait non, parce qu'il Ah ouais, revient. non, il nous Il accompagne gratte, jusque. voilà, il gratte comme ça à ta porte, il te dit hey, coucou toi. Dès que t'as des petits bas ou que t'es pas bien, bam, le traumatisme revient Ouais. en fait, parce que c'est un phénomène dans ton cerveau que. Ouais, c'est imprégné, c'est ancré, surtout à un si jeune âge. Ouais, c'est ça en fait, parce que du coup ton cerveau catégorise un peu ta mémoire. Donc moi c'est pour ça aussi j'ai une mémoire très sélective, Ok, causée par ce traumatisme. C'est ce d'accord. qu'on m'avait fait comprendre. En fait, c'est que j'ai une mémoire plus sélective, d'où ces petites pertes de mémoire au quotidien. Ok. Parce qu'en fait, ou même des choses que j'ai pas envie de me rappeler. Ouais, Parce qu'en ouais, fait, mon cerveau a traité depuis toute petite ce genre d'informations. ouais. Ce qui fait que moi, de mon enfance, je me souviens pratiquement rien. Ah Parce ouais. que j'ai une mémoire en fait qui efface. Ok. Pour éviter de souffrir, je pense que mon cerveau efface petit Ouais. à petit. Et même, même aujourd'hui, tu vois, des fois, je parle pour l'avenir, si je veux trouver un travail et tout, tu vois, des fois, j'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai fait dans ma carrière, Ah ouais. ma si jeune carrière. Mm. C'est d'autres personnes qui me côtoient, qui me disent, mais tu sais, t'as fait ça. Et je suis là, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ton C'est cerveau, vrai. il est en clic droit effacé tout Ouais, le c'est temps. ça. Supprimer. Vierge, ok, on réapprend tout. Non, mais c'est aussi pour ça que j'ai une rapidité d'apprentissage, par Ok. contre, parce que j'apprends assez vite et je m'adapte très vite à de différentes situations. Ouais. Peut-être parce que mon cerveau efface trop d'informations. mais oui, bah, du coup, ce traumatisme a été donc à l'âge de mes 3 ans. Et puis ensuite, de mes 3 ans à mes 12 ans, j'ai vécu donc avec ma mère en monoparentale avec mon grand frère, Ouais. qui est 6 ans mon aîné. Mm. Et puis, bah, ça a été une vie assez mouvementée, on va Ouais. dire, parce que avoir une mère célibataire, Bah, veuve, qui elle-même était en deuil, ouais, du coup. voilà, c'est ça, une mère célibataire veuve avec 2 enfants de bas âge. Donc nous, on était à Angers, dans le Ok. 49, en Pays de la Loire. Ouais. Et donc, elle est restée encore 1 an. Elle a vite vendu la maison, hein. Ma mère, tout de suite, elle a vendu la maison parce que c'était Ah plus ouais. possible de rester dans ce lieu. Mm. Et donc, elle est restée 1 an dans un appartement en location là-bas pour finalement venir en région parisienne pour travailler. Parce Ouais. qu'à l'époque, vers Angers, il n'y avait pas de travail. Mm. Donc, elle est montée sur Paris, et ce qui fait que ça nous a complètement chamboulé. De Ouais, vie bah de ouais, campagnard, ouais, ouais. un petit peu, tu vois, en province. Voilà. Avec votre père, et puis là, du coup, Voilà. ville. Après, on est atterri dans la ville, vraiment la grande ville, à Hyères, dans le 91. Donc, avec toutes ces tours, voilà, même à l'école. Enfin, moi, j'allais à la crèche du village, tu vois, donc tout le monde se connaissait. Là, tu arrives dans une grande ville, donc ça a été aussi, je pense, des petits traumatismes, en fait, Ouais. petit à petit, qui font que peut-être qui m'ont donné aujourd'hui cette envie de voyager aussi, Ouais. d'être un peu globe-trotteuse, Ouais, parce de qu'en bouger, fait, ouais, ça a été un peu mon moteur, comment dire, ça a été ce que j'ai connu, en fait, Ouais. dans ma vie. Mhm. Justement, j'allais te demander si tu penses qu'un trauma à un si jeune âge peut avoir eu une influence sur ta manière de te représenter et de te mouvoir dans ce monde. Donc, tu vois, ça De me mouvoir dans ce monde, c'est-à-dire... ouais, c'est-à-dire de te... Comment dire? L'image que tu as de toi-même, que tu penses projeter, et aussi ta manière de te mouvoir, c'est-à-dire te déplacer, ta manière d'exister, tout simplement, quoi. Ouais. Bah, c'est une bonne question, parce que je me la pose encore. Ouais. Mais bien sûr, ça influe sur tout. Parce que, tu vois, moi, j'étais présente à mes 3 ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pourrais te décrire la scène. Je me souviens de tout. Ouais. Et en fait, cette mémoire, je ne l'avais plus. Elle avait été effacée. Et en fait, à l'âge de mes 18 ans, Ok. comme j'ai choisi la voie artistique, j'ai fait un bac en art appliqué, Ouais. qui était un bac très sélectif, très, très demandant, Ouais. assez compliqué.
donc très stressant. Ok. Et en fin de compte, avec une grosse source de stress, j'ai eu un genre de, comme le médecin disait, un bug de mon cerveau Ok. qui a fait en fait tout ressurgir en même Ah ouais. temps. Ok. Donc, ce qui aujourd'hui est appelé burn-out, c'est vraiment ce que j'ai fait à l'âge de mes 18 ans, à cause donc, du stress de l'école, plus le stress d'avoir 18 ans. Je sais, c'est un peu bête, mais Non, mais c'est j'avais... ouf de faire un burn-out aussi jeune, en ouais, vrai. j'avais le stress d'avoir... Ça me stressait d'avoir 18 ans. Je sais pas pourquoi, mais parce que justement, comme il y avait eu le décès de mon père, il y avait eu la succession familiale. Et donc, je savais que j'allais avoir de la responsabilité à mes 18 ans par rapport à la succession familiale qui est toujours en procédure judiciaire aujourd'hui. Ok. Tu vois, moi, j'entendais parler quand j'étais jeune, mais ça me stressait, en fait. Donc, j'avais ce stress de mes 18 ans, le stress du diplôme. Ouais. Et en plus, ce traumatisme qui est revenu dans mon sommeil. Donc, en fait, je faisais des cauchemars. Et pendant plus d'une semaine, j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie. Je dormais plus, j'étais un zombie. Enfin, à l'époque, j'étais en internat, du coup, au lycée. Ouais. Et en fait, j'ai partagé ma chambre avec 3 autres filles. Et donc, pour pas les réveiller, moi, je sortais dans le couloir, je marchais, j'allais prendre des douches parce que du coup, j'étais en sueur. Tu vois, ouais, à ce point, ouais. Comme si j'étais en phénomène de manque, tu vois, comme Ouais, s'il ouais. me manquait quelque chose, une drogue ou quoi, je sais pas, j'étais en Ton sueur. père, peut-être, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, j'avais des genres d'apparitions dans ma chambre parce qu'en fait, je dormais plus. Donc, en fait, j'avais des... comme des hallucinations. Voilà, j'avais des hallucinations visuelles parce que ton cerveau, quand il est fatigué, il crée des hallucinations. Ça, donc je prenais une douche, enfin voilà, j'essayais d'aller en cours pendant plus d'une semaine. Puis à un bout d'un moment, le corps, l'esprit, il lâche, quoi. Donc en fait, au bout d'une semaine, j'ai fait une grosse crise de paralysie dans mon lit à l'internat. Et donc, alors là, ça a été le début de la fin parce que mon cerveau a grillé, quoi. Ouais. Et il y avait tout le monde qui était autour de moi, les pompiers, tout ça. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème ou que moi, j'étais pas bien. Et comme je m'autorisais pas à ne pas être bien, je me suis toujours dit, il faut être sage, il faut être une bonne fille, parce que ma mère a souffert, mon frère a souffert, du coup, moi, il ne faut pas que je crée de problèmes, tu vois. Ah ouais, toujours donc, un peu... tu vois, c'est pour ça que quand tu parlais de contrôle, moi, je connais le contrôle, parce que j'ai toujours contrôlé mes émotions, tout. Et en fait, à ce moment-là, tout a lâché. Et en fait, effectivement, ce souvenir traumatique de mes 3 ans est revenu comme une flèche. Ah oui, d'accord. Et en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai mis plus d'une semaine à m'en remettre. Je me rappelle plus, en fait. J'étais comme un blackout. Et le médecin a dit que mon cerveau avait agi comme un ordinateur. En fait, tout s'était coupé. Ouais, ça a fait un reset total. Ça a été très impressionnant, en fait, de la capacité psychique et physique de ton corps de réagir. Parce que j'avais perdu l'acuité de la parole. Ah ouais. J'avais perdu toute cohérence de la vie. C'est-à-dire que je me lavais plus. Du coup, j'avais plein de poils parce que je me prenais plus de soin de moi. Je me lavais plus. Je parlais et je n'arrivais plus à parler. Ouais, t'étais en dépression plus quoi. Ah ouais, j'étais un vrai burn-out. Voilà, c'est pour ça, des fois, quand j'entendais des gens avoir des complications au travail et dire je suis en burn-out, non, t'es en train de me parler, t'es pas en burn-out. Ne dis pas que t'es en burn-out. Il y a peut-être plusieurs stades ou plusieurs strates. Oui, c'est une dépression. Il y a les stades dépressifs et puis burn-out, c'est vraiment... Mais du coup, est-ce que, en fait, c'est revenu comme ça pour ton père, mais est-ce que t'as eu un suivi psychologique à l'âge de 3 ans ou pas du tout, du coup ? Si. Alors ça, encore une fois, je m'en souviens plus. Donc en fait, quand j'ai fait mon burn-out à mes 18 ans, ma mère m'a appris que j'avais vu un psychiatre pendant 3 ans consécutifs, donc jusque mes 6 ans. Ok. Je m'en souviens pas. D'accord. Clairement, je m'en souviens pas. Mais ma mère aussi qui a fait quand même des petites erreurs, je pense, qui ont peut-être favorisé mon burn-out, je sais pas, mais elle m'a appris, donc après ce burn-out, que le psychiatre à l'époque l'avait prévenu en lui disant attention à votre fille, attention à l'âge de l'adolescence, parce qu'en source de stress, le traumatisme peut ressortir. Ah ouais, donc à l'époque, elle était prévenue, ta mère. Voilà, ma mère était prévenue, mais ma mère m'a dit l'adolescence était passée, pour moi, il n'y allait rien de se passer. Tu vois. Et elle me dit ça après, et je dis si, en fait, il faut faire attention. Ouais, c'était sa manière à elle de se rassurer, de se dire c'est bon, tout va bien, etc. Ouais. Elle allait pas te dire au fait, à un moment, tu peux péter un câble. Tu vois, elle allait pas te mettre dans cette. Oui, peut-être, je sais pas, je peux pas dire comment après, elle aurait pu agir, mais c'est vrai que. Peut-être être plus. J'ai pas envie de dire à l'écoute parce que ce serait dire qu'elle l'était pas, mais plus alerte.
peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pourrais pas dire comment elle aurait pu agir, mais le fait de l'avoir su après, en fait, ça m'a rendu triste. Parce que je me suis dit, bah mince, en fait, t'as laissé agir... Enfin, j'étais dans un état, j'ai eu peur, en fait. Bah Même les gens m'étonnes. avaient peur. Enfin, ma mère, mon beau-père, ils ont enlevé les poignées des portes de ma fenêtre parce qu'ils ont cru que j'allais me suicider, tu vois, alors que moi, j'ai jamais été une personne suicidaire. Et puis, même dans cette période-là, je m'en souviens très bien de comment j'étais. Bon, j'étais quand même bizarre parce que j'étais comme un zombie, hein, comme ça. Je marchais dans les couloirs. Je me demandais ce que je faisais là, tu vois. T'as vraiment ce qu'on appelle péter un câble, quoi. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Hein. J'ai réappris à vivre après. Putain, c'est ouf. Après, je voudrais revenir sur ce que t'as dit à un moment. T'as dit que tu t'étais mis la pression suite au décès de ton père en te disant... faut pas que je sois un fardeau pour ma famille, faut que je sois comme ci, comme ça. Et donc, est-ce que le fait que inconsciemment tu te sois mis cette pression, tu t'es tellement bridé, etc., que ça a peut-être contribué au fait que tu as explosé à un moment parce que tu pouvais plus, enfin, pas toi, mais que ton corps ait pris le relais en mode je ne peux plus, ça y est, il y a incendie à tous les étages, quoi. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Ouais, c'est pour ça que je dis ça a été un tout. Ça a été une accumulation, en fait, de choses. Que à mon âge, j'allais avoir 18 ans, j'étais incapable de supporter toute cette charge émotionnelle. Et donc, moi qui me bloquais émotionnellement toutes ces années, alors là, ça a explosé. Et puis, depuis cette époque-là, en fait, c'est là, après que je suis partie vivre à Nîmes pour mes études. Et donc, j'ai fait une déconnexion totale. J'avais besoin de partir, en fait. J'avais besoin. Et mes études m'ont aidée à me reconstruire. T'avais besoin de couper, de... Ouais, c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réappris à... J'ai pas réappris, j'ai appris à me connaître émotionnellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis qu'à mes 26 ans, je suis mature sur certains points par rapport à d'autres personnes. Mais du côté émotionnel, j'ai un niveau émotionnel, je pense, d'une adolescente, peut-être. Je sais qu'on a déjà eu pas mal de discussions où tu dis « j'arrive pas à pleurer », ce qui est super rare pour une meuf. Alors, c'est peut-être cliché, mais bon, voilà. Moi, je pense pas que ce soit rare. Je sais pas, la plupart de mes copines, même si elles pleurent pas tout le temps, hein, loin de là, mais je veux dire que si elles ont besoin de pleurer, elles vont pleurer, alors que toi, si t'as besoin, t'y arrives pas. Non, j'y arrive pas. C'est fou, ça, quoi. c'est encore un blocage. Après, j'arrive des fois à pleurer devant des films. Ah, bon, quand même. Donc ça, c'est... Non, aujourd'hui, j'ai quelques larmes qui viennent des fois, mais c'est très rare. Avant, je pouvais pas du tout pleurer. Avant, je n'avais jamais pleuré de ma vie. Jamais. Ça, c'est ouf. La seule fois que j'avais pleuré, c'est quand mon frère m'avait fait mal et que là, j'avais vraiment mal et j'ai pleuré, tu vois. Mais sinon... T'étais en constipation émotionnelle. J'étais aussi constipée. Ça va partout. Non, mais c'est vrai, c'était... c'est le phénomène de tout garder à l'intérieur, en fait. Ça. C'est pour ça qu'à partir de ces 18 ans, il y a eu ce burn-out. Et je pense que ce burn-out, il a mis 3 ans à se guérir. Ah ouais. Il a mis entre 3 et 4 ans. Parce que la première année, ça a été... Donc suivi psychologique et tout ça, j'imagine. Non, même pas. C'était la fuite. C'est-à-dire que je suis partie à Nîmes. Donc ça a été vraiment... j'avais besoin de partir. J'avais besoin de me déconnecter de tout le monde, de prendre comme un nouveau départ toute seule, de réapprendre à vivre avec moi. Tu vois, déjà d'apprendre à vivre avec moi-même. Parce que j'avais 18 ans, donc c'est la première fois que je vivais seule dans un studio. Donc il y avait eu déjà cette période-là qui m'a fait un bien fou. Mais il y a eu aussi tous ces phénomènes de prise de poids. Du coup, j'ai pris énormément de poids parce que j'avais perdu... Avec le burn-out, en fait, en un mois, j'avais perdu presque 30 kilos. Ah ouais. Ouais, j'étais vraiment... quand je te dis un légume, c'était t'étais l'ombre de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. C'était assez intense. Tu vois, même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, tu vois, je peux t'en parler. Avant, j'aurais pas pu t'en parler. Parce que toute la première année... je pouvais pas en parler. Parce que dès que j'essayais, là, j'avais les larmes qui montaient. J'avais envie de pleurer. T'étais en plein dans le trauma, dans le process de tout ça. C'est ça. Donc, du coup, il y a eu aussi cette prise de poids parce que j'ai appris un peu à vivre là, tu vois, sortir, boire des bières, alors que maintenant, je sais que j'ai pas le droit de boire de bière. Puis, la prise de poids, on parle de kilos émotionnels aussi, parfois. Moi, je suis très émotionnelle. Hein. La prise de poids, ça joue avec, ça, je le sais. Donc, tu vois, ça, c'est toute la première année. La deuxième année, ça a été un peu une phase de
La première était un peu de joie, mais la deuxième était entre la joie et l'hésitation à rechuter. Tu vois, c'était un peu où ton corps et ton esprit, il te dit, je suis pas encore totalement remise, mais j'arrivais à en parler un petit peu, mais pas tant que ça. Donc du coup, j'avais presque une rechute. Donc grâce à une professeure que j'avais là-bas, qui j'en ai parlé, je lui ai dit, écoutez, ça va pas trop, et j'avais vu des signes. Je me suis dit, ah non, je veux pas retourner, je veux pas refaire la même chose. Donc elle m'avait conseillé une psychiatre. Donc du coup, j'étais la voir. C'était incroyable. Ça t'a beaucoup aidé, du coup. Ouais, une psychologue super compréhensive, avec qui j'avais un réel échange, qui m'a redonné confiance en moi. Parce qu'il y a aussi cette perte de confiance. Quand tu fais une dépression comme ça extrême, tu sais plus qui tu es, en fait. Tu réapprends à vivre après. Et donc, il y a ça. Donc, ce suivi psychologique, il a été nécessaire. S'il n'y avait pas le suivi, et puis c'est moi qui l'ai demandé. Je ne l'aurais pas demandé, peut-être que j'aurais rechuté. Ça, c'était la deuxième année. Puis ensuite, après, je suis partie de Nîmes. Donc, ça a été un peu compliqué pour le suivi psychologique parce que la psychologue était à Nîmes. Après, je suis partie à Lille, donc dans le nord-nord. Donc là, j'ai fait un extrême d'un d'eux. J'étais assez extrême dans mes décisions aussi. Des fois, ça joue. Comme je disais en intro, on s'est retrouvés à Berlin. Donc déjà, on sait que t'as quand même bourlingué, quoi. C'est ça. Et puis ensuite, à Lille, donc la troisième année, ça a été l'année où je me suis sentie beaucoup mieux. Je sentais que j'arrivais à revivre, à re-être moi, tu vois, à reconnecter des liens qui peuvent être peut-être sincères avec les personnes. Parce que j'avais cette perte de confiance aussi sociale. Nous, quand on s'est rencontrés, j'avais pratiquement guéri de ça. Et en fait, c'est pour ça que j'avais cette obsession de vouloir parler aux gens, tu vois, rencontrer des gens. Parce que ça faisait une période où j'étais tellement enfermée sur moi-même, où j'ai eu une crise psychotique, psychologique, physique, on va dire. Et bah, ça a été comme une petite enfant qui découvre le monde. Il fallait que je parle à tout le monde. Tu vois, j'avais besoin de cette énergie sociale, en fait, pour me sentir bien. Et donc, c'est là, à Lille, où j'ai rencontré des personnes que tu as pu également rencontrer, où je me sentis très bien. Et ça a été une progression comme ça, où je me suis sentie beaucoup mieux. Et après, il y a eu quand même cette perversion, on va dire, des études. Parce que moi, j'ai choisi un domaine assez compliqué. Et en fin de compte, il s'est avéré que quand je suis partie en master à Roubaix, tous mes camarades, c'est le cas aujourd'hui, en fait, on s'est fait un peu manipuler psychologiquement et un peu par des pervers narcissiques. Tous les professeurs qui étaient d'une ancienne génération. Et on a tous sortis presque dépressifs de cette formation. C'est ouf, ça. Ça a été vraiment collectif. Et donc, ça a été un phénomène où je me suis dit, oula, attention. Enfin, non, tu reconnais des trucs, c'est pas bon. Tu vas pas aller dans cette zone de... Voilà, donc en fait, moi, je me suis un peu dissociée de mes études. Je faisais plus trop attention. J'ai réussi à avoir mon master quand même. On m'a dit, Alicia, tu sais... on n'aime pas les gens qui se donnent pas à 100% de ses capacités parce que t'es pas con. Et j'étais là, oui, je sais, mais je vais pas pourrir ma santé pour vous. Voilà, c'est tout l'état. C'est ça, en fait, un traumatisme te fait grandir par rapport à tes décisions, je pense, à un moment. Parce que t'acceptes moins certaines choses. Ah bah ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce que pendant toute cette période-là, burn-out, post-burn-out, etc., pour revenir au sujet de base, est-ce que toi, justement, ta maladresse, elle était toujours présente? Est-ce que c'était même un sujet pour toi ou pas du tout? Est-ce que tu sentais une différence dans ta manière... Enfin, clairement, je pense, dans ta manière d'être, vu tout ce que tu viens de nous expliquer, il y avait forcément une différence. Mais voilà, est-ce que c'était un sujet, quoi? La maladresse, non, je pense pas. Je pense pas qu'elle a été un sujet dans ma vie, mais c'est depuis que je te connais qu'il y a ce terme. Il y a ce terme de maladresse. Parce que j'ai mis le doigt dessus. Oui, je pense. C'est toi la première qui a parlé de ça justement en parlant de Pierre Richard. Voilà. Moi, c'était pas du tout un sujet sur lequel on m'avait fait des remarques où on me dit hey, t'es maladroite en fait. Mais oui, je le savais un petit peu, mais c'est vrai que j'en ai pris conscience en te rencontrant parce que on en a fait quelque chose de marrant. Mais non, mais après, oui, tout est relié, je pense. La maladresse, c'est un phénomène aussi de stress émotionnel, tu vois. Enfin, tout
tout est émotionnel de toute manière. Ouais. Donc, je pense que tout est lié avec un traumatisme comme ça, tu vois. Deuxième traumatisme à mes 18 ans, voilà. Il y a aussi cette perte de confiance, tu vois. Ouais, justement, c'était ma question suivante. C'est ça, donc en fait, la confiance, moi aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai pas confiance en moi à 100%. Ah ouais. Non, j'ai même plus confiance en moi. Parce qu'en fait, il y a des périodes où j'ai eu confiance en moi, et là, je sais qu'en ce moment, je suis sur une période où j'ai pas confiance en moi. Ouais. Voilà. Après, bon, la confiance, en général, c'est assez en dents de scie, j'ai envie de dire. Après, il y a des personnes qui restent plus ou moins constantes, tu vois, mais c'est vrai que quand on vient d'un terreau où on doute de soi, il y a forcément des phases où on se sent hyper confiant, d'autres moins, etc. Mais ouais, du coup, comment tu le vis, ça, du coup, de... Mal. En fait, je me pose même la question aujourd'hui si j'ai déjà eu confiance en moi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, comme tu disais, toi, quand tu étais timide, de se mettre en avant pour exister et tout, ça a un peu été aussi mon rôle où je me mets en avant, où je vais parler aux gens, je suis assez sociable, mais en soi, quand tu vois, tu vas pas dans le fond du truc, tu vois, c'est pour toujours cacher un mal-être. Et moi, je sais qu'il y a toujours... lié à ce traumatisme, en fait, il y a un mal-être qui est présent en moi depuis toujours. Je sais très bien qu'il sera toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'apprends à lâcher prise et j'espère qu'à l'avenir, ça fonctionnera. Mais avoir confiance en soi, c'est très difficile. Hein. Moi, je respecte beaucoup les gens qui ont confiance en soi. Hein. C'est un exercice de tous les jours. Hein. Ouais. Franchement. Et puis, je pense que ça doit être l'exercice principal d'une personne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu penses que la maladresse, je sais pas, hein, on dit maladresse, mais enfin, ça peut être un autre mot. Moi, des fois, je dis que je suis brute. Tu vois, au lieu de dire maladresse, je sais que je suis Brutus un peu. Ouais, Brutus. J'aime bien ce mot Brutus parce que c'est vrai que, tu vois, même quand je montre un peu mon affection, des fois, je tape sans faire exprès, mais... t'es un peu tout en force. Tu vois, j'ai mon copain, des fois, il dit, arrête de me taper. Je dis, ah oui, désolé. Tu vois, mais c'est parce que, je sais pas, taper, c'est une affection pour moi, tu vois, c'est aussi de la maladresse. Est-ce que ça, tu penses que ça a une influence sur ta confiance en toi, de près ou de loin La maladresse ? Ouais. Je pense qu'elle relate d'un manque de confiance en soi. Hein. Ouais. C'est sûr. Ok. C'est sûr. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je sais pas ce que non, mais oui, ça a du sens. Hein. Ça a du sens. Du coup, on a parlé de ton trauma, enfin de tes traumas. En termes de santé, est-ce que... Alors, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais que tu as une maladie auto-immune ou que tu es porteuse d'un gène. Oui. C'est ça, hein? Oui, alors je suis porteuse du gène HBA20... comment on dit ? HBA 27 ? Mince, peut-être qu'on peut regarder parce que... juste explique-nous ce que c'est. En fait, c'est un gène génétique. Donc, je suis porteuse, ma mère aussi et mon frère aussi. Okay. Donc, malheureusement, on l'a su bien longtemps après le décès de mon père. Donc, on ne pouvait pas faire les tests génétiques avec mon père. Okay. Mais si ta mère est porteuse du gène, voilà, en fait, c'est ça. Ça vient d'elle. Voilà, c'est ça. En fait, comme ma mère est porteuse, on a compris que ça venait d'elle et pas de mon père. Mais apparemment, c'est une combinaison en fait entre les gènes de mon père et ma mère qui a créé par exemple chez mon frère une maladie qui s'appelle la spondyarthrite ankylosante. Ce qui fait que c'est... Et ça c'est quoi exactement ? Alors je suis pas une experte sur le sujet, mais bon c'est une maladie chronique inflammatoire en fait et qui aussi abîme les os. Donc je sais pas si c'est comme de la polyarthrite ou de l'arthrite chez les personnes âgées. Lui, par exemple, mon frère, il a 32 ans aujourd'hui et ses os, c'est les os d'une personne de 60 ans presque. Ah ouais. Voilà. Donc ça fait quoi, des rhumatomismes, des choses comme ça ? C'est des rhumatismes au quotidien. T'as mal aux articulations. Voilà, c'est ça, c'est mal aux articulations. Lui, ça s'est déclaré la première fois à l'âge de 13 ans au niveau de l'œil. Il y a eu une inflammation derrière l'œil qui a fait sortir l'œil. Tellement mal ça. Je sais même pas, je n'ai jamais posé la question s'il avait eu mal. Je pense qu'il s'en souvient pas. Il avait 13 ans, tu vois. À 13 ans, tu te rappelles quand même. Ouais, peut-être. C'est vrai que je pose pas assez la question. Faut lui dire, c'est quoi la pire douleur dans ta vie ? En fait, je le vois souffrir tous les jours. Tu vois, quand il marche, il boite. Ouais, j'avoue. Voilà, putain, malheureusement, c'est pas forcément bien, mais il est tombé dans la
cause de ça, en fait, parce que Ouais. ça lui a soulagé son rhumatisme, en fait. Aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en débarrasser parce que malgré un traitement médical pour sa maladie, bah, il fume de temps en temps pour soulager ses rhumatismes parce qu'en fait, ça lui fait tellement mal. Il pouvait rester bloqué, en fait, dans son lit et Ah ouais. qu'il puisse plus bouger, tu vois. Ok. Donc moi, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de crampes, de courbatures et tout ça. Et bon, un médecin m'a dit que c'était sûrement lié à cette maladie, mais en même temps, j'ai été voir une rhumatologue qui me dit qu'il faut faire encore des examens. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas trop me positionner sur ça, mais je sais que j'ai beaucoup de symptômes liés à la maladie de mon frère. Donc, ça autant... pourrait expliquer aussi une certaine forme de maladresse finalement, parce que tu as des inconforts, tu as des choses oui. Qui font que, justement, ta manière de te déplacer, etc., elle est forcément un peu modifiée, quoi. Bah, clairement, je pense que oui. Et surtout aussi, ça joue beaucoup sur le côté émotionnel. Parce que quand tu as mal au corps tout le temps, que tu as des crampes, on parle pas. que tu as des inflammations et tout, en fait, ça joue sur ton corps. Tu t'en es aussi consciente, tu le vis et tu l'as vécu. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui amène des phases un peu dépressives et des phases positives dans ta vie parce qu'en fait, ton corps interagit. Alors après, est-ce que c'est de la somatisation ? Est-ce que on somatise beaucoup parce que notre cerveau a peur d'avoir mal voilà. Il y a tellement de questions à se poser sur le sujet. C'est vrai, ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Merci de partager tout ça avec moi. Avec grand plaisir. Est-ce que tu es en couple ? Bon, j'ai la réponse, mais... Oui, effectivement, je suis en couple. Écoute, ça fait depuis exactement... on est le combien ? 2 ans, c'est ça, non ? Exactement 6 jours, ça fait 2 ans. Et est-ce que tu penses que le fait d'être un peu maladroite, ça a une incidence dans ton couple, dans le sens où parfois les petites choses qui attendrissent au début peuvent finalement être celles qui nous saoulent ? Est-ce que c'est le cas dans ton couple ou pas, quoi ? Ah, c'est marrant de poser la question parce que même ça, l'idée du couple, pour rejoindre tout ce qu'on a dit, c'était quelque chose que je visionnais pas du tout parce que j'étais en phénomène de traumatisme, de reconstruction, voilà, et je m'étais dit le couple c'est pas pour tout de suite. Et puis finalement, à cette phase où je me suis sentie bien dans ma vie, ça m'est tombé dessus en fait finalement. Et c'est vrai que je me rends compte que dans le couple, d'où cette capacité émotionnelle qui est réduite, on va dire, ou qui est enfantine, on va dire, presque à l'adolescence, fait qu'aujourd'hui, dans mon couple à 26 ans, j'apprends des choses que je n'ai jamais connues. Et effectivement, j'ai des comportements donc, de maladresse, beaucoup de comportements de maladresse, que ce soit dans la parole, dans les gestes aussi. Et puis, c'est vrai que cette question de l'amour, elle est très complexe pour moi parce que, je sais pas, je pense que c'est dû à tous ces traumatismes, toute cette évolution, qui fait que je sais pas trop ce que c'est l'amour. Tu vois, donc du coup, j'ai cette pensée constante que ça n'existe pas. Tu vois. Donc, c'est assez difficile dans mon couple aujourd'hui parce que je suis tout le temps dans le manque de confiance, du coup, dans l'insécurité. Donc, je fais subir beaucoup de questions à mon compagnon qui peuvent être quand même difficiles au quotidien, je pense. Mais c'est des questions sur quoi ? Enfin, est-ce que c'est la jalousie ou est-ce que c'est plus du questionnement sur l'ambition du couple ? Dans quelle direction on va ? Enfin, ça parle de quoi exactement ? Je pense que déjà principalement comme j'ai pas confiance en moi, il y a aussi cette question de mais pourquoi tu es avec moi, tu vois, genre qu'est-ce que je vaux moi, tu vois, enfin je pense que toutes les filles se posent cette question de toute manière, c'est sûr. En fait, c'est marrant parce que justement ce genre de questions, moi je les avais à 20 ans. Donc finalement, ça fait écho avec ce que tu dis sur la construction émotionnelle encore un peu jeune, parce qu'aujourd'hui, tu vois, jamais je vais demander à mon compagnon pourquoi t'es avec moi. Moi, je sais pourquoi il est avec moi, tu vois. Et donc, c'est intéressant du coup. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ma première vraie relation. C'est la première fois que je construis avec quelqu'un, qu'on fait rencontrer les familles mutuellement, qu'on fête Noël, enfin voilà, des trucs un peu que plein de personnes ont vécu. Moi, je le vis, du coup, j'avais 24 ans, même un peu, presque 25, parce qu'on s'est rencontrés, là, je vais avoir 27.
Donc ouais, presque à 25 ans, ma première histoire d'amour. Donc c'est vrai que par rapport à ce côté émotionnel qui est assez primitif, on va dire, je sais pas, et bah c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça, peut-être pour... Bah pas vraiment. J'essaie vraiment de plus de comprendre comment t'apprivoises ça au quotidien et voilà. Est-ce que du coup ça avait un impact dans ton couple ou pas La question de la maladresse. Ouais. Bah, comme tu disais, oui, bon, j'imagine que tu dois le vexer parfois à travers tes propos. Bah, ce qui est assez marrant, oui, je pense moi, mais lui, pareil. Ouais, il est maladroit même aussi. Même plus que moi, en fait. Ouais. Je pense que lui n'a même pas conscience qu'il est maladroit. Ouais, faut qu'il vienne faire un stage chez moi. C'est pour ça que je me disais, même sur la question de la maladroitesse, je sais pas si ça se dit, il pourrait peut-être t'en parler, mais je sais même pas s'il en a conscience. Tu vois. Ouais, donc, d'accord. en fait, tu lui poserais la question, il dirait, bon, maladroit. Bah, vous vous êtes bien trouvés au final. Oui, sur ce point-là, c'est ça qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'un couple, franchement, c'est très difficile. Hein. Moi, c'est vrai que je ne pensais pas que c'était aussi difficile un couple. Et voilà, avec toute l'évolution que tu fais individuellement au début, et après, est-ce que tu as envie de la faire à deux ou est-ce que tu as envie de continuer seul ? Tu vois, ça c'est une question qui est actuelle chez moi aussi parce que ce manque de confiance, voilà, est-ce que je suis prête en fait à 100% de m'engager dans une relation, sachant que peut-être moi j'ai pas fini mon évolution personnelle. Ouais. Après parfois on peut évoluer ensemble aussi. Oui. Mais bon, ça c'est. Bon, après c'est d'autres questions. L'avenir qui nous le dira. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce que tu penses avoir réussi à apprivoiser ou à dompter ton côté Brutus aujourd'hui ou... Sincèrement, oui. Ouais. Je pense, là, ça fait... C'est pour ça que je rigolais la dernière fois quand je suis venue chez toi, que j'ai fait tomber quelque chose. Ouais, non, mais c'est vrai que ça faisait longtemps, je confirme. Oui. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible, c'est parce que tu m'as stressée. Parce que franchement, mais ça faisait un moment... en plus. Ah oui, j'étais fière de moi, en plus. J'étais là, non, mais en plus, quand je suis partie fumer une cigarette avec Yoann, et je lui ai dit, non, mais en plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai rien fait, j'ai rien cassé. Et là, je fais tomber quelque chose, c'est pas possible. Une fois comme ça, c'est pas grave en vrai. Après la maladroitesse, je sais même pas si ça existe ce mot. Je pense. Maladresse. Maladresse, ouais. Maladroitesse, ça fait très romanesque. C'est la maladresse. Voilà, il y a la maladresse par rapport au discours aussi, parce que je fais beaucoup de... Comment dire, tu sais, je dis un mot parce que je pense à quelque chose, mais en fait, le mot ne correspond pas du tout à... Ouais, et ça, c'est une forme de maladresse. Hein. Après, je sais pas si c'est lié... Bon, une de mes professeurs... J'ai jamais fait de test, en fait. Moi, j'ai toujours peur de faire des tests, mais qui m'avait dit que j'étais sûrement dyslexique. Alors, peut-être que ça jouait un rôle avec tout ça, parce que je pense que les personnes dyslexiques sont très maladroites. Ouais, c'est possible. Ouais, ça joue un rôle. Il y a ça sur la maladresse, et puis il y a aussi les péripéties dans la vie. Je pense, moi, je suis quelqu'un d'assez malchanceuse des fois. J'ai eu mon accident de voiture, tu vois, je tombe, je tombais plusieurs fois. C'est vrai. Mais en fait, je dis que je suis une chanceuse parce que, tu vois, j'ai des trucs qui m'arrivent et finalement... t'arrives des trucs de ouf, mais au final, ça va. Oui, enfin, tu t'es rien cassé. Voilà, je suis pas morte, tu vois, j'ai pas de conséquences graves. Voilà, je peux me reconstruire, donc ça va. Je touche du bois. C'est du bois, ça? Moi, j'espère. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que il y a une citation ou un proverbe qui résonne particulièrement en toi et que tu aimerais partager avec les auditeurs et les auditrices? Ou un petit conseil pour les personnes maladroites comme toi? Un conseil Alors, je vais donner un conseil que je n'applique pas encore pour moi, mais je pense qu'il aidera beaucoup. C'est commencer la méditation. Ok. Voilà, méditer. Ouais, ça permet de se recentrer, effectivement, ça a du sens. Voilà, méditer, travailler sur son souffle pour détendre les nerfs. Voilà, poser la réflexion et peut-être aussi entamer du yoga. Qui, je pense, sont des exercices très bénéfiques pour la suite et pour éviter la maladresse. Merci beaucoup pour tes témoignages, Alicia. C'était top. Et puis, grâce à toi, je comprends un peu mieux ce que traversent les personnes maladroites au quotidien. Et on se revoit vite pour un nouveau sujet. Avec grand plaisir. Merci, Barbara. Merci.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.